Les jointures SQL. Un SGBD relationnel conserve ses données sous forme de table. On l'a déjà vu. Il est très rare que toutes les données nécessaires à une requête ne soient que dans une seule et unique table. C'est pourquoi il sera souvent nécessaire d'aller les chercher dans plusieurs tables qui sont séparées. Il est bien évidemment possible d'effectuer une requête select par table, puis d'affecter un croisement des données. Mais c'est pas pratique et c'est pas performant en plus. Le meilleur moyen de procéder pour accéder aux données de plusieurs tables en même temps est d'interroger toutes ces tables au moyen de ce qu'on appelle les jointures. Maintenant, on évite la redondance des données lors de la création d'une base de données. Lors de la création de la base de données, il faut éviter les redondances de données, c'est-à-dire le fait qu'une donnée soit répétée dans plusieurs tables. Pour cela, il faut séparer les informations sur plusieurs tables et lier entre elles. Voici comment procéder. Imaginons qu'on crée une base de données gérant la liste des animaux. Pour une garderie, on a besoin de savoir chaque animal, leur espèce, leur race, le régime alimentaire, le nom, etc. Leur propriétaire, il serait possible de stocker toutes ces données dans une seule table, un seul tableau si on veut, comme ceci. Ce schéma possède beaucoup et plusieurs problèmes de redondance de données. Le premier, c'est la colonne régime. Il existe un lien entre une espèce d'animal et son régime alimentaire. Ainsi, on sait que les chiens sont des carnivores. Ce n'est pas nécessaire de le rappeler à chaque ligne, on le sait. On peut donc séparer ces informations dans une table à part. Il en est de même pour le propriétaire. Dupont, qui possède déjà 2 animaux, mais son nom apparaît 2 fois dans la table, ce qui pose encore un problème de redondance. Un meilleur schéma pourrait être ceci. Cette fois-ci, les données sont réparties sur 3 tables. La table animaux, qui contient à présent des numéros qui correspondent aux identifiants des lignes des autres tables. Le numéro de la colonne, par exemple, espèce, correspond à la colonne ID de la table espèce, et la colonne propriétaire correspond à la colonne ID de la table propriétaire. Ce schéma est certes plus complexe, mais il sera plus efficace et plus pratique à l'usage. Par exemple, si un propriétaire se plaint que son nom a mal été orthographié, il n'y aura plus qu'une seule ligne à changer dans la table des propriétaires et non plusieurs lignes partout dans l'ensemble de la table animaux. À noter également qu'une base de données relationnelle est constituée de multiples tables qui sont liées entre elles par des références d'une table à l'autre. Dans une base bien conçue, une même donnée ne se trouve qu'à un seul endroit. Ce qu'il faut retenir, un bon schéma relationnel doit éviter la redondance des données. Les données seront donc réparties sur plusieurs tables liées entre elles par des références. Pour qu'une base de données relationnelle soit bien faite, elle est donc constituée et composée de plusieurs tables liées entre elles. Il va falloir rassembler les données de ces diverses tables. Pour cela, il faut effectuer des jointures entre les tables au moment de la requête de lecture des données. Mais les jointures, c'est quoi? Une jointure, c'est une opération de lecture de données entre 2 tables ou plus qui permet d'obtenir une table virtuelle contenant le croisement de ces données. Une jointure, ça nécessite quoi? Ça nécessite de préciser le lien entre 2 tables, si on en a 2. On peut regrouper ces jointures en 3 types essentiels. Jointures internes, qui permettent de croiser les données présentes dans 2 tables. Seules les lignes ayant des données en commun ressortiront de la requête. Les jointures gauche ou droite, c'est pareil, qui permettent de compléter les données d'une table avec celles présentes dans une seconde table. Toutes les lignes de la table gauche ou droite ressortiront dans la requête et complètent avec les données de l'autre table.
pour la ligne ayant des données en commun ou des valeurs nulles sinon. Les jointures externes qui permettent de ressembler et rassembler les données des deux tables, y compris les données non communes. Toutes les tables et les lignes des deux tables ressortiront dans la requête. Voici à quoi cela ressemblerait. Ces trois types essentiels peuvent être déclinés selon les données que l'on souhaite récupérer, comme ici. On peut illustrer cela avec un schéma très simple des utilisateurs qui appartiennent à des groupes. Donc on a notre user et notre groupe. Si on veut faire la jointure interne de ceux-ci, donc inner de user et de groupe, retournera les données de tous les utilisateurs possédant un groupe et de tous les groupes ayant des utilisateurs. Jointure de droite. La jointure de droite, right, et de user et de groupe retournera les données de tous les groupes avec les utilisateurs associés. Alors bien sûr, s'il y en a. La jointure de droite, right, avec exclusion de données présentes dans user de groupe ne retournera que des groupes n'ayant pas d'utilisateurs. La jointure externe, outer, avec exclusion de données présentes simultanément dans les deux tables, retournera tous les groupes qui n'ont pas d'utilisateurs et que les utilisateurs n'ayant pas de groupe. Donc, avec maintenant les jointures externes auteurs de données présentes simultanément dans les deux tables, ça va retourner tous les groupes et tous les utilisateurs faisant un lien, si possible. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que la jointure gauche, left, avec et sans exclusion, suivent la même logique que les right, mais se basent sur les données de user plutôt que des groupes. Les jointures gauche de A vers B et une jointure de droite de B vers A aboutissent au même résultat. Dans la pratique, la jointure gauche sera pratiquement toujours employée. Obtenir le détail d'une vente. On va prendre l'exemple d'un schéma un peu plus complet qui va nous servir d'exemple pour le reste. Un magasin, ça a besoin de pouvoir conserver la liste des ventes qui ont été effectuées. Il y a pour cela beaucoup d'informations à retenir. Les informations des vendeurs et de l'acheteur, donc nom, prénom, celle du produit qui est acheté, nom, prix de base, etc. Le contenu de la commande, quels produits ont été achetés et quelle quantité bien sûr. Et donc les informations de la vente finale, le prix, remise, effectuée, la date, tout ça. Toutes ces informations sont stockées ici. Afin de faire des requêtes sur ce schéma, il est nécessaire de le comprendre. Les produits sont stockés dans la table Product. Jusque-là, pas de surprise. Les vendeurs et acheteurs sont stockés dans la table User. Pourquoi? Parce que un acheteur, c'est un utilisateur. Un vendeur, c'est un utilisateur. Tout simplement. Ensuite, les vendeurs, donc qu'on a, donc comme je l'ai dit, on récapitule. Les produits sont stockés dans Product. Les vendeurs et les acheteurs sont stockés dans User. Les ventes sont représentées par la table Sale. C'est ici que se détermine quel user est acheteur et lequel est le vendeur avec ID Sale Person et ID Client. Enfin, la liste des produits à acheter par vente sont dans la table Sale Details pour une vente et un produit. On y retrouve la quantité qui est achetée. Alors bien sûr, il est possible également de dire, bon ben, un user, ça peut avoir un rôle. C'est tout à fait possible. Ici, pour obtenir un détail d'une vente. Donc, par exemple, si on prend Jean Dupont, donc je reste très souvent sur Jean Dupont qui est un exemple, bien sûr, achète 2 chaises et une table à Joëdoux. Le contenu de la table va ressembler à ceci. Si on veut obtenir le détail des ventes, récupérer l'ensemble de tous les produits qui sont liés à toutes les tables ventes, il va falloir joindre les données des tables Sale Detail et Product en assemblant toutes les colonnes qu'elles sont en commun avec l'ID de la commande représentée par les flèches qui sont en orange. On a récupéré donc les parties de la table Sale Detail et fait une jointure gauche sur la table Product. Donc voici à quoi ça peut ressembler notre jointure gauche entre ces deux tables, filtrée par une commande factice ayant pour ID 1.
Donc, dans cet exemple, la table Sale Detail contient deux lignes de vente. Pour des chaises, les lignes numéro 1 et 4, il n'y a qu'une seule ligne qui représente des chaises, donc la table Product, mais dans la jointure, cette ligne sera dupliquée. Notre client a acheté un lot de 4 chaises et un autre lot de 2 chaises. Petit rappel, les résultats de jointure, c'est une table virtuelle. La ligne pour les chaises dans la table Product n'a pas été dupliquée. Le contenu des données n'a pas changé. Ce qu'il faut retenir, une jointure, ça permet de rassembler des données de deux tables différentes. On joint par rapport aux valeurs des colonnes, une par table. Le résultat de cette jointure, c'est une table virtuelle. Donc je vous conseille d'aller voir la documentation de Wikipédia qui est plutôt bien faite là-dessus. Maintenant, on va continuer dans les jointures et on va écrire les jointures. Pour récupérer des données dans une base de données, on a vu qu'il fallait écrire des requêtes sous la forme select, from, where. Si nos données sont réparties sur plusieurs tables, il va falloir faire une jointure. Pour cela, on va rajouter des étapes dans le select, le join on. Les jointures donc, se font via le mot-clé join. Sans plus de précision, il s'agira d'une jointure interne. Mais c'est possible de préciser le type de jointure, inner join ou join, interne, left join, gauche, right join, droite, outer join, externe. Il faut également préciser sur quel champ se fait la jointure. En effet, une table en référence, une autre via un identifiant qu'il faut mentionner dans la requête. Cela se fait au moyen du mot-clé on, suivi d'une ou plusieurs égalités. L'instruction complète devient donc ceci. Voici quelques exemples. Dans MariaDB, les outer join, ça n'existe pas. On peut cependant les simuler avec des unions. Pour l'exclusion, il faut utiliser ceci. Et sans l'exclusion, voici ce que ça donne. On va reprendre notre exemple pour obtenir des détails de lignes de vente tels que montrés dans le tableau ici. Donc, on reprend l'exemple des produits. Pour obtenir le détail des lignes de vente telles que montrées dans le tableau suivant, il faut employer l'instruction ici, qu'on a là. Alors, j'ai mis en dessous l'un de l'autre parce que je manquais de place, bien sûr. La relation entre les tables est définie par onProduct.id égale SaleDetail.idProduct. Cela signifie que les lignes de la table SaleDetail sont regroupées avec les lignes de la table Product, dont l'ID correspond au champ idProduct. Les préfixer les champs. Dans notre jointure, on a préfixé les noms des colonnes du nom de la table. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais il faut savoir que c'est une bonne pratique. Préciser le nom de la table, c'est nécessaire dans les cas où un nom de colonne est ambigu. C'est-à-dire qu'un même nom peut désigner plusieurs colonnes différentes. Alors dans notre cas, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être si on écrit simplement l'ID. Donc on ID égale ID product. La colonne ID pourrait désigner la colonne de la table product ou celle de la colonne say detail. Il y a trop d'ambiguïté et le HGPD lèvera une erreur, forcément. Pour le champ ID product, il n'y a pas d'ambiguïté, mais cela permet d'avoir une requête plus claire. Joindre plus de deux tables. Donc, étant donné que le résultat d'une jointure est une table virtuelle, c'est possible d'effectuer une nouvelle jointure avec une autre table. Ainsi, dans la même instruction select, on va pouvoir enchaîner plusieurs joins qui vont reprendre nos commandes ici. Pour le moment, on récupère que le détail des commandes. Mais il est possible d'ajouter une jointure pour récupérer des informations de la vente qui sont contenues dans la table Sale. On va récupérer une première jointure entre Sale et Sale Detail, puis sur Sale Detail et Product, comme précédemment. Voici notre résultat. Le résultat final comporte ces trois tables, ici. Les flèches désignent les valeurs utilisées pour les jointures. Donc j'ai mis des couleurs pour que ce soit parlant. Donc dans une jointure, pour toutes les lignes d'une table A, on associe toutes les lignes d'une table B qui vont satisfaire la condition donnée dans le ON, ce qui peut provoquer des duplicata, comme on peut le voir
dans l'exemple précédent. Plusieurs lignes de sale et de product sont dupliquées dans le résultat final. C'est quelque chose dont il faut tenir compte lors du traitement du résultat final. Une autre manière de joindre. Alors, il faut savoir qu'il existe une autre syntaxe pour faire des jointures, plusieurs tables, mais c'est très fortement déconseillé car peu lisible. Toutefois, c'est important de la connaître car c'est possible de trouver dans du code qui existe. Cette syntaxe consiste à ne pas utiliser le mot-clé join, mais à faire la jointure directement dans le where, dans le select. Voici donc un exemple. Le problème de cette syntaxe est que ça devient difficile de distinguer ce qui est une jointure et ce qui est une simple condition dans la clause where. C'est pourquoi elle a été abandonnée au profit du join. Elle existe, mais c'est l'ancienne façon de faire. L'instruction pour écrire une jointure, c'est inner ou left ou right ou outer join. Nom de la table, on, condition. Donc vous pouvez regarder la syntaxe sur MariaDB qui est assez bien faite. Maintenant, on va parler des alias. Comme nous l'avons vu, c'est possible de récupérer et de faire des jointures sur plusieurs tables dans la même requête afin de récupérer toutes les informations dont on a besoin. Cependant, dans certains cas, il peut arriver que l'on ait besoin de joindre plusieurs fois sur la même table, ce qui peut poser problème au niveau d'ambiguïté que l'on ne pourra pas régler en préfixant le champ par la table, puisque c'est la même table. Dans ce cas, il va falloir faire et utiliser des alias. Donc, le cas d'une jointure sur la même table. Grâce aux jointures, on peut récupérer presque toutes les données de nos commandes. On a une seule requête, il ne nous reste plus qu'à rajouter les informations du vendeur et celles du client. D'après notre schéma qu'on a là de base de données, les données du client et celles du vendeur sont présentes dans la table user. Nous serions tentés par exemple de rajouter les deux jointures comme on l'a appris en écrivant John user on user.id égale sale.id saleperson, join user on user.id égale sale.id client. Mais il y aurait une ambiguïté entre les deux user.id. Pour régler ce problème, il va falloir employer un alias, c'est-à-dire renommer de manière temporaire notre table afin d'informer la base de données que la table user sera une première fois la table des vendeurs et une seconde fois celle des clients. Pour définir un alias, voici comment ça fonctionne. Donc, pour donner un alias à une table, il faut utiliser le mot-clé as immédiatement après le nom de la table dans l'instruction de jointeur. Un alias peut être utilisé pour donner un nom alternatif à n'importe quelle table. Il est requis pour lever des ambiguïtés, mais peut également être utilisé de manière facultative pour rendre une requête plus lisible. Voici un petit exemple. Donc, pour joindre les vendeurs et les clients à la table sale, il suffit donc d'écrire ceci. Une fois que l'on a donné un alias à nos tables, il faut utiliser leur alias dans la clause on. Dans l'exemple ci-dessous, ce n'est pas la table user qui est mentionnée, mais son alias vendeur ou client, selon le cas. Une petite remarque tout de même, cet exemple mélange volontairement des termes en anglais issus de bases de données, sale, salesperson, user, à des termes français, vendeur, client. C'est pas nécessairement une bonne pratique. Il est préférable de rester homogène dans la rédaction des requêtes, mais permet ici de souligner l'utilisation des alias. Alors moi, je vous recommande bien sûr l'anglais. Utiliser des alias dans un select. Jusqu'à présent, on a utilisé la syntaxe select étoile pour récupérer tous les champs. Mais ça non plus, ce n'est pas nécessairement une bonne pratique. C'est préférable de lister uniquement les champs dont on a besoin. Maintenant que nos tables ont un alias qui leur est propre, il est possible de préciser quelle colonne retourner avec la syntaxe table.colonne. Il est même possible d'appliquer un alias pour renommer un nom de colonne, afin d'éviter que plusieurs colonnes aient le même nom. Pour cela, voici un exemple. Si on souhaite récupérer notre liste de noms de vendeurs et ceux des clients qui sont associés, on a ce qu'il faut écrire ici. Le résultat de cette requête aura deux colonnes, le nom du vendeur et le nom du client. Le mot-clé as est facultatif,
Si deux noms se succèdent entre deux mots-clés, le SGBD va prendre le premier comme nom, source, et le second comme alias. Inner join user as vendeur peut donc remplacer inner join user vendeur. Il faut savoir que de même la remarque s'applique également pour le nom des colonnes. Vendeur.nom as nom du vendeur peut remplacer vendeur.nom nom du vendeur. Toutefois, il est toujours bon de rester explicite dans l'écriture d'une requête, particulièrement lorsque celle-ci devient très et trop longue. Un alias est un second nom qui est donné à une table ou une colonne dans une requête. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un alias est possible d'employer le mot-clé as ou simplement de faire suivre le nom de la table ou de la colonne par le nom de l'alias. On va maintenant voir les clés de table. Très souvent, une table comporte ce qu'on appelle une clé primaire. Ça a déjà été vu. C'est-à-dire une ou plusieurs colonnes dont la combinaison des valeurs fournit une référence unique pour chaque ligne de la table. C'est donc important de savoir quelles colonnes peuvent faire office de clé primaire et de les définir en tant que telles. Une clé primaire, c'est une valeur ou une combinaison de valeurs qui définit de façon unique chaque enregistrement d'une table. Les données de la table sont physiquement ordonnées selon la clé primaire de la table. Alors, MariaDB a une clé primaire qui est définie lors de la création de la table, soit par le mot-clé primary key à la suite du nom de colonne, soit en définissant la liste des colonnes grâce à l'instruction primary key colonne 1, colonne 2, etc. Comme on peut le voir là. Les valeurs dans une table sont souvent divisées en deux catégories. Les valeurs dites métiers, c'est-à-dire les éléments qui vont être manipulés par les utilisateurs, comme un nom, un prix, etc. Les valeurs dites techniques, qui sont des valeurs utilisées uniquement par le programme, comme le compteur auto-incrémenté. Si on reprend notre schéma qu'on a ici, de table, on peut voir que les tables de produits possèdent une valeur technique d'identifiant et 3 valeurs métiers. Au moment de définir notre table, il a fallu déterminer une colonne utilisée en tant que clé primaire. Il est possible d'utiliser une valeur métier comme clé. On parle alors de clé naturelle. Par exemple, pour la table des produits, on aurait pu utiliser le code du produit plutôt qu'un compteur. C'est une valeur unique en soi. Mais on rencontre quand même un problème. Le problème des valeurs métiers est que l'on n'a jamais la certitude de leur unicité. Ça dépend des utilisateurs finaux. A-t-on la garantie que le code produit ne sera jamais employé pour aucun autre produit, dans aucun autre magasin? Que se passe-t-il si un mauvais code a été saisi et qu'il faut modifier tous les codes et donc toutes les références à ce code? Une valeur technique est gérée directement par le SGBD, ce qui va garantir leur unicité, bien qu'il nécessite de créer une colonne artificielle. Il est préférable de les utiliser pour être une clé primaire. Maintenant, l'exemple. Pourquoi le numéro de sécurité sociale ne peut pas être une clé primaire? On peut se dire également la même chose d'un email. C'est un piège récurrent de valeur métier, utilisé comme clé primaire à mauvais escient. C'est le numéro de sécurité sociale. On pourrait tenter de se dire et de penser que ce numéro est unique. Mais c'est pas vrai. Il existe plusieurs cas de figure où ce numéro n'est pas une bonne clé primaire et n'est pas unique surtout. Un mineur, il peut être attaché au numéro de ses parents. Dans ce cas, 2 personnes ont le même identifiant. Un individu peut recevoir un numéro temporaire. Il aura alors plusieurs numéros de sécurité sociale dans sa vie. Dans ce cas, une même personne pourra avoir plusieurs identifiants. Il y a pu avoir une erreur de saisie. Une personne s'est trompée et a donné un mauvais numéro en utilisant une valeur technique. Toutes ces considérations n'ont plus lieu d'être. Cependant, même si ces valeurs métiers présumées uniques ne doivent pas être utilisées comme des clés primaires, ça reste important de les identifier. Elles peuvent être utilisées comme des index, par exemple.
Maintenant, parlons des index justement. Lorsqu'un individu veut trouver une référence à un mot dans une encyclopédie, il n'a pas besoin de parcourir toutes les pages. Il existe ce qu'on appelle un index, un sommaire, qui regroupe tous les termes importants qui sont présents dans le livre, avec les pages associées, etc. En base de données, c'est possible d'utiliser le même principe et de définir une liste de valeurs issues d'une ou plusieurs colonnes de la table, qui serviront de critères de tri. Cela permettra aux requêtes de filtrer les colonnes plus rapidement. Un index peut être unique, c'est-à-dire qu'il n'autorise qu'une seule ligne pour une combinaison de valeurs, ou non unique. Une clé primaire, par définition, c'est un index unique. Un index est créé par l'instruction createIndex, suivi du nom de l'index, du nom de la table et enfin de la liste de colonnes concernées. Voici un exemple. Je vous laisse quelques minutes pour en prendre connaissance. Lien entre clé, index et jointure. Bien que ce ne soit pas une obligation, les jointures sont très fréquemment liées à la clé primaire d'une autre table pour des raisons de performance. En effet, lorsqu'une requête est renvoyée à une base de données, celle-ci va tenter de répondre de la façon la plus efficace possible. Si elle doit renvoyer des valeurs selon certains critères, elle va devoir rechercher parmi les différentes valeurs laquelle correspond aux critères souhaités. Si la base de données n'a pas d'autre solution, cela signifie qu'il faudra parcourir tout le contenu d'une table pour y trouver une valeur qui correspond. Cela s'appelle table scan. Les jointures effectuées sur une clé primaire, qui est un index, va permettre de ce fait de parcourir tout le contenu. À l'image de la recherche d'un mot dans un dictionnaire, le SGBD pourra déterminer lorsqu'il n'a pas besoin ou plus besoin de parcourir le reste de la table. Ainsi, la jointure requiert de récupérer le produit numéro 5 dans une table de 1000 produits, mais que les identifiants sont triés par ordre croissant. Une fois le produit numéro 6 trouvé, le SGBD sait qu'il n'a plus besoin de continuer et qu'il peut arrêter sa recherche et retourner son résultat. Ce qu'il faut retenir, une clé primaire est une colonne ou un ensemble de colonnes qui définit chaque ligne de la table. Un index est une ligne de valeurs issue d'une ou plusieurs colonnes qui permettent de trier les données. Les requêtes, filtrant les valeurs d'une clé primaire ou d'un index, sont bien plus performants que le moteur de base de données et n'a pas besoin de parcourir toute la table. Ce qu'il faut retenir. Les bases de données relationnelles vont s'appuyer sur une structure organisée en tables liées entre elles où chaque donnée est idéalement stockée une seule fois afin d'éviter toute redondance. Les jointures permettent quant à elles d'interroger plusieurs tables en même temps de manière efficace, à condition de bien définir les relations et d'éviter les ambiguïtés grâce aux préfixes ou aux alias. Les clés primaires jouent un rôle central, à la fois pour identifier chaque ligne de façon unique et pour améliorer les performances lorsqu'elles sont utilisées comme base d'index. Ces index, en triant les données, permettent au moteur et à la base de données d'optimiser les requêtes en évitant de parcourir inutilement l'ensemble des enregistrements. Une bonne conception relationnelle va reposer donc sur la cohérence des liens, l'usage judicieux des clés et index, et la